Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition à la une de l'actualité 2 mois et demi après avoir détaillé les étapes du déconfinement. Emmanuel Macron s'adresse de nouveau aux Français à 20h ce soir. Le président de la République pourrait annoncer de nouvelles mesures concernant la vaccination ou un aménagement du pass sanitaire. Des mesures pour lutter contre la hausse des contaminations constatées depuis quelques jours en raison du variant Delta, seulement 2 semaines après la levée des dernières restrictions sanitaires. Des restrictions sanitaires qui pourraient redevenir nécessaires au Sables-d'Olonne. Le taux d'incidence a été multiplié par 7 depuis la semaine dernière. Il est aujourd'hui de 155 cas pour 100 000 habitants contre environ 15 pour le reste du département. Alors pour identifier les résidents et les touristes touchés par le virus, la ville organise un dépistage ce jeudi de midi à 18h sur la place du tribunal. Ouvrons à présent une page économie avec un groupe vendéen qui semble plutôt bien résister à la crise engendrée par la pandémie. Le groupe Akena, malgré la pénurie de matières premières et la hausse du cours de ces matières, près de 60% de hausse en un an pour le prix de l'aluminium par exemple, eh bien l'entreprise continue d'investir et de se développer avec en ligne de mire le marché européen. Les précisions d'Alix Lanos. Cette véranda s'apprête à rejoindre les centaines d'autres qui attendent d'être expédiées. Il faut dire que le groupe Akena ne connaît pas la crise. Celle que nous traversons a même boosté sa croissance. Depuis la pandémie, les propriétaires investissent massivement dans les vérandas, pergolas et abris de piscine. Alors pour fêter ses 40 ans, la reine des vérandas s'offre un carnet de commandes qui explose littéralement. On trouve que la période n'est pas trop propice à faire trop cocorico, mais on va faire cette année plus de 200 millions d'euros de commandes dans le groupe, ce qui s'est jamais vu. Et donc, évidemment, une belle dynamique, mais beaucoup d'angoisse aussi derrière ça, parce que c'est bien beau de faire des commandes, mais il faut les honorer, il faut trouver, comme je le disais tout à l'heure, les sites de production adaptés, il faut trouver les hommes. Et il faut faire face, comme dans toutes les entreprises du bâtiment, à une pénurie des matières premières et une hausse des prix. Aujourd'hui, le groupe achète par exemple son aluminium 40% plus cher que l'année dernière. Et ce n'est pas le seul problème à gérer. Alors, la situation, c'est que tous les jours, on a une surprise d'un fournisseur différent. Donc on imagine un plan de charge pour dans 2 semaines sur un nombre de pergolas. Et le lendemain, on nous explique que les stores ne seront pas arrivés à date. Le surlendemain, c'est le laquage potentiellement. Malgré tout, en juillet dernier, le groupe s'engage dans un nouveau projet et investit 11 millions d'euros dans la construction d'une nouvelle usine de production à Dompierre-sur-Yon. Ce sont des nouveaux produits que nous lançons. Le carport, c'est pour cette année. La pergola, ça fait 2 ans. Et c'est plutôt aussi pour anticiper une baisse peut-être dans 2-3 ans de cette euphorie du moment. Et le multiproduit permet de conserver un niveau d'activité pour nos équipes et puis pour l'entreprise, pour la survie de l'entreprise. Une vingtaine de postes sont encore à pourvoir pour cette nouvelle usine, la 10e unité de production du groupe qui prévoit maintenant son ouverture à l'international. Après avoir racheté Azenco puis Abri Sud, leader européen de l'abri de piscine, Akena vise désormais le marché italien et prévoit de clore son exercice 2021 avec un chiffre d'affaires de 175 millions d'euros. Passons au bilan annuel de Trivalis, le syndicat départemental du tri des déchets. En 2020, la quantité de déchets produites par habitant a diminué, en partie due à la crise sanitaire. En revanche, le nombre d'emballages récoltés a fortement augmenté, 31 000 tonnes l'année dernière contre 22 500 en 2017, une tendance déjà observée depuis plusieurs années. Alors pour combattre le suremballage et promouvoir de nouveaux modes de consommation, 350 kits Mes courses zéro déchet viennent d'être distribués à l'ensemble des collectivités vendéennes. Écoutez. Le kit permet d'acheter un ensemble d'éléments sans emballage. Donc vous avez le sac, vous avez les tupperwares, vous avez les bocaux, vous avez plusieurs outils comme ça qui est dans ce kit-là, qui vous permet en fait tout simplement d'acheter en vrac. Et le vrac, il n'y a pas d'emballage. Les collectivités aujourd'hui, quand elles ont 30 ou 40 kits, ça va être destiné à 30 ou 40 foyers. Ce qu'on souhaiterait demain, c'est que les collectivités s'emparent aussi du sujet et que dans leur démarche environnementale, elles puissent proposer des kits, un peu comme le fait Trivalis justement à leurs habitants. Au chapitre agriculture, les dégâts des corvidés dans les champs de maïs vendéens. Malgré les mesures prises par les agriculteurs pour les effrayer, les corbeaux s'en prennent aux cultures et se nourrissent des graines de maïs semées. Un fléau pour les exploitants qui sont parfois obligés de veiller toute la journée dans leurs champs pour éviter que leur récolte ne soit détruite. Ils demandent aux autorités de trouver une solution et des compensations financières. Explication, Pierre Dalicieux.
Dans ce champ de maïs, les dégâts sont visibles à l'œil nu. L'ennemi, ici, c'est le corbeau qui vient se nourrir des jeunes pousses avant de laisser le reste sur le sol. Les agriculteurs sont pour la plupart désemparés face à cette situation. Les corbeaux ils viennent, ils arrachent carrément le maïs, 10 cm, ils l'arrachent, ils le coupent même, ils l'arrachent. Et donc une fois que c'est arraché, la plante elle est foutue, quoi. Et c'est partout comme ça. Ici il y a 7 hectares de condamnés, donc il reste un maïs par-ci par-là. Ça a été ressemé 1 fois, 2 fois, 3 fois, et il n'y a plus rien à faire, quoi. On est là, on passe nos journées dans les champs, c'est le désarroi, hein. Malgré les systèmes mis en place pour faire fuir ces corvidés comme les canons ou les épouvantails, la situation ne s'arrange pas pour les agriculteurs et chaque année les pertes financières sont par endroits considérables. Les gars, ils vont peut-être avoir dans cette parcelle environ, il y a 3 000 € de semences de remis. Ils vont se retrouver avec plus de récolte, c'est-à-dire normalement ils font 100 quintaux à 200 € la tonne. Ça fait 2 000 € de l'hectare, il y a 5-6 hectares de perdus. Ça fait 13 000 € de perdus. Alors c'est déjà presque le revenu d'un qui est parti dans cette culture. Le syndicat agricole, la coordination rurale, a voulu alerter en invitant le sénateur Bruno Retailleau à venir constater les dégâts sur place. Il va falloir créer un système pour les dégâts créés par des corvidés, puisqu'on a un système déjà avec une taxe à l'hectare qui passe notamment via les fédérations de chasse pour les sangliers. Donc sur les sangliers, il faut réguler la population, mais quand il y a des dégâts dans une parcelle, dans une exploitation agricole, il y a, si j'ose dire, en face un système de financement. Mais c'est ce système de financement qu'il faut inventer pour les dégâts, pour les corvidés. Je ne vois pas pourquoi on aurait un système pour les corbeaux et qu'on en aurait pour les sangliers qu'on n'en aurait pas pour les corvidés. Des effarouchements devraient être organisés courant avril, période de reproduction des corbeaux. Des corbeaux qui, comme ici, nichent dans les arbres, tout près des champs, en bordure de forêt. Un mot de sport dans ce journal avec l'Ultimate. Pendant une semaine à Fontenay-le-Comte, un stage de haut niveau a été organisé par le club vendéen des Jacksons. Il y a plus de 80 jeunes de joueurs de frisbee âgés de 18 à 24 ans venus de toute l'Europe se sont rassemblés pour s'entraîner et s'affronter lors d'un tournoi amical. Une reprise après 1 an et demi sans compétition. Là, c'est des joueurs internationaux qui d'habitude sont pris tous les week-ends et vont en Europe à droite, à gauche. Et là, prendre une semaine en été, peut-être une année sans Covid, peut-être on n'aurait pas eu autant de participants et un aussi bon niveau. En fait, je pense qu'on a créé des ponts entre des cultures même qui ne se connaissaient pas. Enfin, des petits Français de 18 ans avec des laitons de 22 ans, ça avait peu de chance d'arriver. Et je pense que c'est grâce à l'Ultimate qu'on va avoir ce genre de moment. Et c'était la raison numéro 1, c'était créer de ce genre de rencontres. En fait, je pense que c'est bénéfique à tout le monde. Partons désormais à la rencontre de Jean Mathé, à 97 ans. Il raconte ses mémoires dans un livre de 200 pages accompagné de nombreuses photos. Dans cet ouvrage intitulé « Un siècle de vie et d'histoire à Benay », il y raconte notamment la transformation de son métier d'agriculteur et les changements majeurs de la société au cours du XXe siècle. C'est sa fille pendant le premier confinement qui l'a aidé à se remémorer tous ses souvenirs. Portrait signé Cyril Guillet. Tel en père scellé, ça, non? Avec ça, elle est bien cette photo. Oui. Dans ce livre, Jean Mathé raconte un siècle de vie et d'histoire passée au cœur de sa commune. Chasse aux alouettes, foire d'antan, STO, il revient sur les événements qui ont marqué sa vie, notamment sur l'évolution qu'a connue son métier d'agriculteur. Le premier tracteur, un petit tracteur Ferguson, là, les petits gris, on venait avec le plan Marshall, là. Mais bon, il était idéal pour nous. On disait, on va continuer à garder les chaux pour travailler, mais quand on a eu goûté au tracteur, les chaux, on a dit, puis les autres matériels étaient pareils. À 97 ans, il a vu le monde qui l'entoure se métamorphoser et les femmes s'émanciper. Toutes les femmes ont passé leur permis de conduire, mais tout en même temps, là, dans le quartier. Quand en 50, là, il y a eu le vote des femmes. Mais moi, il dit, on a été formidable, ça. Il faut qu'on s'est raconté pour que les gens qu'on soit marqués. Les gens le racontent, mais bon, les enfants, tu sais, on disparaît. Tandis qu'avec les livres, ils trouvent que... Puis tout le monde accepte de dire, on est bien, ça. C'est grâce au concours de sa fille Pierrette que ce livre a pu voir le jour.
L'an dernier, confinés tous les deux dans la maison familiale de Benay, ils en ont profité pour immortaliser ces souvenirs. Je le faisais parler, on faisait ça le soir. Je prenais les notes sur l'ordi, j'écrivais. Puis parfois le matin, sur mon ordinateur, j'avais un petit mot parce que papa dans la nuit, puis il avait pensé à des choses qu'il n'avait pas dit. Et alors il notait. Et on a fait tout ce travail-là. Et ensuite, moi, ce que je pensais qui allait être important, c'était les témoignages aussi. Ces récits sont compilés dans cet ouvrage illustré de 200 pages. Un travail réalisé avec l'aide de la maison d'édition Inspire 85. Les gens ne savent pas tout ce qu'il y a derrière l'écriture d'un livre, le montage d'un livre, la mise en page. Moi, l'intérêt, c'est que je vais les accompagner. S'ils n'ont pas écrit, c'est moi qui vais écrire. S'ils ont écrit, je vais relire, éventuellement restructurer, faire des suggestions de réécriture. Je vais faire la mise en page. Et à l'heure, on pourrait dire, à l'heure de numérique, etc., on n'a pas besoin d'objets livres. Mais si, on sent que les gens sont attachés au papier, sont attachés à des choses qui vont rester, qui vont se transmettre. Cet ouvrage, qui se voulait confidentiel, a suscité beaucoup d'intérêt depuis sa sortie. 250 exemplaires ont déjà été imprimés. C'est la fin de cette édition. Je vous quitte en musique sur ces images réalisées par Cyril Guillet à l'occasion du premier week-end des préludes du Festival des Arts Florissants dans les jardins de William Christie. Très bonne soirée sur TV Vendée.